Ok, bonjour, bienvenue à tous donc, dans cette suite des capsules du cours INF 7100. Donc, on attaque la capsule de la première section, première partie sur ces problèmes de données. Et en particulier aujourd'hui, donc, on va parler de données observationnelles et de données d'expérience. Donc, je vais juste passer sur mes tablettes. Euh, ok, donc le point de la discussion aujourd'hui, c'est données d'observation versus expérience. Euh, donc le message que je veux faire passer aujourd'hui, c'est essentiellement que l'espèce de golden rule, ou le saint graal, quand on veut faire de la science, c'est d'avoir des expériences. Et il s'avère que ce paradigme a un peu changé ces derniers temps, puisque on a de plus en plus de données, des données d'observation, et on va essayer de les utiliser pour pouvoir avoir des conclusions dans une démarche scientifique. Le problème des données d'observation, on le verra, c'est qu'elles ont beaucoup de biais. Il y a beaucoup de bruit en plus. Donc, il va falloir essayer de voir comment on fait pour analyser correctement ces données bruitées, ces données d'observation. Donc, on est dans cette problématique d'observation versus expérimentation. Je renvoie à un livre dont je donne les références ici, qui est un livre qui est paru récemment, The Book of Why, qui est qui a été écrit par Judy Apple, qui a travaillé beaucoup sur l'analyse causale, et qui prend ce schéma à droite, donc ce qu'il appelle les ladder of causality, donc l'échelle de la causalité, où il a trois barreaux. Trois barreaux en termes qu'on va interpréter en termes cognitifs, mais en termes aussi de difficulté pour construire un raisonnement. Donc la première partie, c'est la démarche la plus simple, qui est juste de chercher des observations. Donc c'est ce qu'il appelle la partie association, où on va essayer de regarder s'il existe des corrélations entre des variables. Et la recherche de corrélation, on va l'utiliser pour construire des modèles prédictifs. Donc c'est ce qu'on fera quand on attaquera la partie 3 sur les modèles de régression, les modèles de classification. Mais ça reste le niveau le plus bas de l'échelle. On se contente de regarder des corrélations. Et là où ça devient un petit peu dangereux, c'est que souvent, on va avoir, au niveau de la terminologie, une espèce de vague énonciation causale. Donc on dira, ma variable x va expliquer la variable y. Si jamais x augmente, alors y va augmenter. Okay, donc on va faire comme si on avait un mécanisme causal, sauf que ce n'est pas du tout ce qu'on a quantifié. La causalité, c'est plus compliqué. Donc, c'est l'étape numéro 2. Je vais juste revenir sur les petits personnages qui sont mis. C'est que l'étape numéro 1, on voit des animaux. Donc, les animaux, effectivement, ne sont peut-être pas... Enfin, a priori, disons, un animal simpliste a du mal à faire le lien de cause à effet. Il va se rendre compte que si jamais il répète quelque chose, ça va avoir des conséquences. Mais de là à avoir intellectualisé ce process, c'est pas possible. Et ce que dit J.J. Apple, c'est que finalement les robots, les machines, raisonnent comme ça. Les robots et l'intelligence artificielle, ça va être ça pour l'instant, c'est va essayer de rechercher des relations, des corrélations qui peuvent exister entre des variables, mais va s'arrêter là. Et c'est pas suffisant. En tout cas, ce que nous dit J.J. Apple, c'est que ce qu'on veut idéalement, c'est de chercher un mécanisme causal. C'est de se dire, si jamais je faisais ça, alors il se passerait ceci. Et ça, c'est plus complexe parce que c'est un peu ce que disait Holland en 86 dans l'inférence causale, c'est que je ne peux pas démontrer une relation causale sans faire d'intervention. Donc ça nécessite une expérience. Je vais forcer les gens à faire quelque chose et voir ce qu'il en découle. Okay, donc on pourrait par exemple se poser la question de est-ce que se brosser les dents a un effet sur les caries? Okay. Première observation, c'est juste de l'association. C'est de se dire, je vais prendre des milliers d'enfants, je vais regarder combien de caries ils ont, je vais leur demander combien de fois ils se lavent les dents par semaine, et je vais essayer de voir si le fait qu'on se lave beaucoup les dents est associé avec le fait qu'on ait beaucoup de caries. Mais on voit que ça ne suffit pas. C'est probablement une première étape, mais on voit que ce n'est pas suffisant pour dire se laver les dents va faire qu'on aura moins de caries. Okay, il va falloir faire une intervention et de se dire, OK, je vais prendre un enfant ou je prends peut-être deux enfants qui se ressemblent. Il y en a un à qui je vais demander de ne pas se brosser les dents, il y en a à qui je vais demander de se brosser les dents, et on verra s'il y a un résultat. Et ça, c'est typiquement ce qu'on va faire quand on fera des expériences par la suite. Donc, je reviendrai sur quelques exemples d'expériences
Et en particulier, on viendra sur les expériences randomisées. Mais on voit que l'idée d'expérience, elle a du sens. C'est de se dire il faut forcer pour vraiment voir s'il y a un effet. Mais un des points qu'on verra, c'est qu'il y a des moments où on ne peut pas faire d'expérience. En particulier dans beaucoup d'expériences. Alors, on parlera beaucoup de sciences sociales, mais c'est aussi vrai en médecine. Si jamais je me demande si le fait de fumer est dangereux pour les femmes enceintes, pour leur bébé, je ne peux pas éthiquement faire une expérience. Je ne peux pas dire, ben, je vais prendre 2 femmes enceintes, il y en a une à qui je vais demander de fumer 4 cigarettes par jour et l'autre à qui je vais demander de ne pas fumer. Éthiquement, ce n'est pas possible. Donc, on va être obligé de se contenter dans ce cas-là d'avoir des données d'observation, mais il va falloir faire très attention pour pouvoir garder une interprétation valide qui pourrait avoir un pseudo lien causal. Donc, cette histoire d'intervention, on voit, c'est le deuxième niveau de l'échelle, c'est l'homo sapiens. L'homme peut faire des raisonnements causaux parce qu'il est capable de faire une expérience pour se dire, bon, si je veux savoir si jamais la force de gravité marche, je vais faire une expérience. Je vais lancer mon crayon, puis je vais voir s'il tombe. S'il tombe vers le bas, s'il tombe vers le haut. Et de là, je vais essayer d'en déduire des lois. Okay, donc, on verra si on a le temps de revenir sur les histoires d'interprétation et de compréhension dans les algorithmes, mais c'est ce genre de questions qui se posent. Donc, c'est cette notion d'intervention. C'est le what if I do. Okay, et l'étape numéro 3, c'est celle qui est probablement la plus compliquée. Donc là, on va voir une personne, un être humain un peu plus avancé, qui est donc un scientifique, qui est capable, lui, d'extrapoler. Okay, donc l'être humain de base, lui, va se contenter de dire qu'est-ce qui se passe si je fais ça. Le scientifique va se demander qu'est-ce qui se serait passé si on avait fait ça. Qu'est-ce qui se serait passé si, dans le cas de la pandémie de Covid-19, on avait fait un lockdown une semaine plus tôt. Donc là, on voit que c'est quelque chose de plus compliqué. Okay, on aimerait bien pouvoir avoir une réponse quantifiée, mais on voit que c'est plus compliqué parce que ce n'est pas juste faire une expérience, c'est qu'est-ce qui se serait passé si j'avais fait l'expérience plus tôt. Donc là, c'est plus complexe et c'est ce troisième niveau, c'est un problème de contrefactuel. Est-ce que j'aurais pu trouver une situation semblable pour pouvoir comparer? Voilà. Donc il faut, je pense, garder cet aspect causal en tête parce que ça va être la base de beaucoup de réflexions par la suite qu'on va avoir sur les données. Je vais revenir sur un exemple assez connu. Je renvoie ici, encore une fois, tous les liens en vert. Il y a des adresses URL qui se cachent derrière, donc vous pouvez cliquer et avoir accès aux articles. Donc ça, c'était un court article que j'avais écrit le mois dernier sur l'histoire des expériences randomisées. Et je vais la reprendre ici en 5 minutes, mais c'est les expériences randomisées, c'est de se dire, si jamais on veut savoir si quelque chose a un effet, il faut faire une expérience. Okay, donc et une expérience qui a été relativement connue, c'est une expérience qui avait été menée sur le vaccin contre la polio. Donc la polio tuait des centaines de milliers d'enfants au début du XXe siècle, en particulier. Alors le problème, c'est qu'elle était il y avait des cycles. Donc, il y a des années pour lesquelles on observait beaucoup d'enfants avec la polio, des années où on en avait moins. Donc, observer les données d'une année sur l'autre et de se dire, bon, on va faire quelque chose une année, puis comparer par rapport à l'année suivante, ça ne marchait pas très bien parce qu'il y a des cycles fondamentaux qui font que ça pouvait baisser, mais ce n'était pas dû à un traitement, ça pouvait être dû à un cycle. Okay, donc, l'idée était de ne pas se contenter de faire une étude dynamique qui consistera à dire, je vais faire une action, faire une intervention à un moment donné, puis comparer à la période d'avant où je n'avais pas fait cette intervention. Il a été obligatoire pour le faire de prendre une année et de séparer la population en deux. Donc, ça a été la première grosse expérience randomisée qui a été menée. Dans l'article, je reviens un petit peu aussi sur des expériences qui avaient été menées plus tôt, en particulier tout un truc assez ésotérique sur la transmission de pensée, par exemple, pour savoir si jamais les gens étaient capables de transmettre de la pensée. On a fait des expériences et en fait, il y a eu beaucoup de questionnements. Et le questionnement à cette époque-là était surtout sur l'aspect randomisé. C'est que le questionnement qui se posait à l'époque, c'est est-ce que les gens savent lire, par exemple, j'ai 2 cartes dans mes mains, est-ce que vous êtes capable de deviner ce que c'est? Et en fait, le problème, c'est que si jamais ce n'est pas parfaitement randomisé, on se rendait compte que les gens arrivaient à deviner les cartes, mais pas parce qu'ils arrivaient à lire dans les pensées, mais plutôt parce qu'ils arrivaient à comprendre la logique derrière le tirage. Ce que connaissent un peu les joueurs de cartes professionnels, en fait. Donc, c'était ça qui biaisait un petit peu l'analyse, et on avait l'impression que les gens se comportaient mieux que ce qu'ils auraient dû faire si jamais c'était complètement aléatoire, mais en fait, le problème venait des cartes. Donc, la notion de randomiser va être importante, et on va revenir là-dessus. Donc, 1954, donc, Jonas Salk développe un vaccin, et
il a fallu le tester. Donc, première grosse expérience randomisée. J'insiste sur un point, c'est que au moment où le vaccin avait été développé, on ne savait pas s'il marchait. Donc, il y a tout un questionnement philosophique qui existe sur l'éthique des expériences randomisées, parce que si jamais on pense que ça marche, ne pas l'offrir peut être vu comme étant mal d'un point de vue éthique. Il faut bien comprendre qu'à l'époque, on ne savait pas s'il marcherait et on ne savait pas du tout s'il y avait des effets secondaires. Donc, le donner était un risque. Okay, donc, il avait vraiment fallu essayer de quantifier ce risque. Et donc, il y a eu cette expérience, l'idée de faire ces expériences qui avaient été proposées. Donc, l'expérience est intéressante sur plein de points de vue. Donc, je vais passer encore une fois un petit peu de temps aujourd'hui dessus. Donc, l'idée, c'était de prendre. Première idée, c'était de se dire on va comparer 2 années, comme je l'ai dit. On va prendre 1953 et 1954, faire un test en 1954, comparer 1953, mais ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas parce qu'on avait des fluctuations d'année en année. Et le fait de baisser en 54 ne voulait pas dire que le vaccin avait marché, mais peut-être juste qu'il y avait une variation par rapport à 53 qui ne s'expliquait pas vraiment. Donc, solution plus intéressante, les expériences contrôlées. Contrôlées veut dire on va faire une action, on va se créer un groupe qui sera un groupe témoin et un groupe sur lequel on va faire un test. Donc ce design qui dans sa connotation très médicale, on va le retrouver par la suite. Je parlerai un petit peu de A/B testing. Le A/B testing, c'est ce qu'on fait quand on veut faire des tests, par exemple sur des pages internet, pour se dire comment est-ce que je pourrais faire pour vendre plus de choses sur mon site en ligne. Est-ce que je devrais faire des grosses icônes? Est-ce que je devrais faire des couleurs plus rouges? Qu'est-ce que je devrais faire? Donc généralement, on va faire un site web et puis les personnes arrivent dessus avec une certaine probabilité, puis on essaye de comparer ce qui se passe si jamais j'arrive sur un site rouge et sur un site bleu qui propose la même chose. Si jamais les gens achètent plus sur le site rouge, je vais plutôt faire un site rouge. Voilà. Donc, ces expériences randomisées, on va les retrouver dans pas mal de problèmes. On va les retrouver aussi en sciences sociales quand on veut tester des politiques publiques. Okay, qu'est-ce qui se passe si jamais j'augmente la taille des classes? Est-ce qu'augmenter la taille des classes à l'école primaire, ça fait que les élèves apprennent mieux ou moins bien? Dans ces cas-là, on peut faire une expérience randomisée. On va couper la ville de Montréal en deux. On va faire des groupes dans lesquels on fait des classes plus petites, des tailles plus grandes, des classes plus grandes, et on essaye de voir les deux. Okay, donc, on va faire un groupe de contrôle, qui est le groupe sur lequel je ne fais pas d'intervention, et l'autre sur lequel je fais mon intervention, et je vais pouvoir la comparer par rapport à mon groupe de référence. Donc, ça, c'est le premier point des expériences contrôlées. Première idée qui avait été proposée et qui a été mise en œuvre, je reviendrai un petit peu là-dessus aussi juste après, c'était de se dire, on va prendre 2 millions d'enfants. On va essayer, si possible, de prendre des enfants qui sont potentiellement plus à risque et on va faire un traitement qui sera en fonction de l'âge. Donc, on va donner le vaccin uniquement à certains enfants, donc qui sont les enfants qui sont en seconde année d'école primaire, et les groupes des années 1 et 3 seront nos groupes de contrôle. Okay. Alors, l'autre problème, c'est qu'on parle d'enfants. Donc, quand on parle d'enfants, il faut l'accord des parents. Donc, assez souvent, les médecins devaient parler aux parents et de leur expliquer la procédure, donc, en leur disant qu'on allait leur donner quelque chose. D'accord. Donc, le principe, c'est quand même qu'il y a la règle d'or, normalement, est en double aveugle. Okay, donc, ni le médecin, ni les parents doivent savoir ce qu'on injecte à leur enfant. Okay. Là, le problème, c'est que comme c'était fait par classe d'âge, en fait, les médecins savaient ce qu'ils donnaient. Et en fait, les médecins étaient assez sceptiques à l'époque. Et donc, les États qui ont mis en place cette procédure, dans beaucoup de cas où ça a été fait, en fait, les médecins qui savaient qu'ils allaient inoculer le vaccin aux enfants ont suggéré aux parents de ne pas participer à l'étude. Donc, il y a eu des biais énormes dans cette étude qui étaient un peu dérangeants. Et l'autre problème, on en parlera aussi un peu plus longuement quand on viendra sur les biais des données, c'est que en fait, les enfants de 2 ans, les enfants en deuxième année sont des enfants qui ont été un peu sélectionnés. C'est-à-dire que le passage de la première à la deuxième année, à l'époque, n'était pas si simple que ça. C'est qu'il y avait beaucoup d'enfants qui ne passaient pas de la première à la deuxième année, en particulier dans les milieux les plus pauvres. Donc, en fait, vacciner uniquement des enfants de deuxième année, ça faisait déjà une espèce de biais de sélection, puisqu'en fait, on prenait des enfants avec un capital un peu plus, un capital culturel ou financier plus élevé. Okay. Et assez souvent, donc ses parents allaient plus voir le médecin et discuter plus, et beaucoup n'ont pas participé à l'étude. Donc il y avait un biais qui était compliqué à mettre en œuvre. L'avantage, c'est que quand ils ont fait le design de l'expérience, ils l'avaient pressenti. C'est juste que certains États, en fait, certains États pouvaient prendre
ce protocole-là ou en prendre un autre, et certains ont décidé de prendre celui-là alors que les médecins savaient qu'il y aurait des biais derrière. Et l'autre qui a été proposé est finalement ce qui est idéal, et on le sait aujourd'hui, c'est quelque chose de complètement randomisé en double aveugle. Donc, les médecins ne savaient pas ce qu'ils inoculaient aux enfants, et les parents non plus, et c'était tiré au hasard. Donc, l'avantage, c'était qu'on avait des populations qui étaient totalement identiques entre la population traitée et la population non traitée, allocation complètement aléatoire, et personne n'était au courant. Donc, cette expérience, elle est intéressante. Alors, je vais revenir un tout petit peu sur les résultats. Donc, on a récupéré ces chiffres-là. Donc, je renvoie à l'article de Mayer de 72 qui propose un peu tous ces chiffres et qui revient aussi sur le contexte. Je vous encourage à le lire si l'expérience vous intéresse. Donc, on obtient ces chiffres-là. Et donc, là encore, on a ces deux designs d'expériences qui sont proposés. Donc, on a l'expérience où on sélectionnait par niveau. Donc, les enfants de deuxième année servaient de groupe de traitement. Okay. Donc, quand même 200 000 enfants qui ont été traités. Le groupe de contrôle, c'était les enfants des années 1 et 3. Okay. Donc, on devrait s'attendre à ce que ce soit 2 fois plus élevé que le groupe de traitement, et on voit que c'est beaucoup, beaucoup plus. Donc, en fait, le groupe de traitement, manifestement, on a eu un biais assez important. D'accord. Donc, visiblement, on a perdu beaucoup d'enfants lors du test. Okay. Et on va le retrouver dans cette histoire de no consent, qui est le fait qu'on ait demandé à des gens est-ce qu'ils voulaient participer à l'étude et se sont retirés. Donc là, c'était les médecins qui avaient probablement encouragé des personnes dont on savait qu'ils allaient inoculer le vaccin aux enfants de ne pas le faire. Okay. Donc, qu'est-ce qu'on observe sur cette chose-là? Donc, on a 25 cas de polio qui ont été observés pour 100 000 enfants dans le cas du groupe de traitement, et 54 pour 100 000 dans le cas du groupe de contrôle. Donc, on voit une différence. Donc, manifestement, on a envie de croire que le vaccin marche, mais voilà, on reviendra sur un problème qui est un problème statistique, qui est: est-ce que cet écart il est significatif? Okay. Est-ce que 25 versus 54, ça peut être dû à juste un effet d'échantillonnage, ou est-ce que c'est une vraie différence significative entre le traitement et le contrôle? Et si jamais la différence est significative, ça veut dire que le vaccin marche. En tout cas, il réduit significativement le risque d'avoir la polio. Ce qui est plus intéressant, c'est de regarder l'autre, c'est qu'en fait, l'autre a des résultats beaucoup plus forts. C'est-à-dire que dans le groupe de traitement, on est à 28, donc ce qui est comparable en fait à l'autre, sauf que dans le groupe de contrôle, on est sur un niveau beaucoup plus élevé. Donc, au lieu d'avoir 54 pour 100 000, on est à 71 pour 100 000. Donc, on est sur un niveau beaucoup plus élevé. Donc, ce qu'on montrera, c'est que l'écart, il est significatif, il est largement significatif. Ce qui avait été noté dès 1954. Et donc, le vaccin s'est avéré comme étant efficace. Okay. Donc, on est dans un cas un peu idéal où on peut créer une expérience qui permet de tester un effet. Okay. Donc ça, c'est un peu le cas idéal. Donc, là encore, on n'a pas encore vu les méthodes statistiques pour le faire, mais c'est juste un problème de significativité de test. Okay. Donc c'est assez standard dans les cours de statistique. Donc je représenterai un petit peu la théorie de la statistique et qu'est-ce que ça veut dire significatif. Si jamais je regarde ça comme un test, c'est quoi la p-value associée. Donc on reviendra aussi des probabilités d'erreur de première et de seconde espèce et ce genre de choses. Okay, mais on voit déjà de manière un peu intuitive que ce design, il a du sens et ça nous donne ici des résultats. Okay. Donc, je peux aussi renvoyer à un livre que j'avais mentionné dans la première capsule, qui est le livre de Rosenbaum, de Observation and Experiment, qui revient vraiment sur assez en profondeur sur les différences entre les études, les données observationnelles et les données randomisées. Et je vous ai mis aussi un autre article qui revient sur des articles qui étudient la même chose et qui, dans un cas, étudient des données d'observation et dans l'autre cas, étudient des données randomisées. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'en fonction de ce qu'on regarde, des fois, il n'y a pas besoin d'aller chercher une expérience. On peut avoir les mêmes conclusions en faisant correctement des études sur données observationnelles. Mais dans certains cas, ça peut être significativement différent. Okay. Donc, on viendra un petit peu dans les prochaines sections sur les biais des données d'observation. Mais il faut bien garder en tête qu'assez souvent, on essaie de trouver un mécanisme causal quand même. On essaie de se dire que si jamais je fais bouger une variable explicative, je vais avoir un impact, mais il va falloir l'établir proprement. OK, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et on se retrouve dans une autre capsule.